Tonton Donald a encore fait des siennes en ce début d'année 2026, vous l'avez vu avec les événements notamment liés au Venezuela et le week-end dernier il est vrai, beaucoup d'investisseurs redoutaient la vive réaction négative du marché dès le lundi matin. Il n'en a rien été puisque les marchés financiers sont repartis à la hausse cette semaine considérant que l'impact économique notamment aux USA était en revanche plutôt positif. Alors, est-ce que cette instabilité peut être relativement contenue ou est-ce qu'au contraire on pourrait basculer dans le chaos ces prochaines semaines, voire ces prochains mois? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine que le début, point d'interrogation. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul, responsable et maître de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours à activer la petite clochette d'alerte que vous recevrez pour recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez à votre disposition notre newsletter qui est un carton plein. On a alors, plus de 7000 abonnés désormais, avec notamment, vous l'avez vu cette semaine, le portefeuille Forteresse qui a extrêmement bien résisté également. Donc on est à plus de 10% sur la version Lump Sum. Donc voilà, évidemment, c'est une très très belle réussite. Tant mieux pour tout le monde. Je vois que beaucoup de personnes le suivent et désormais rejoignent l'aventure. Je rappelle que, évidemment, cette newsletter chez nous, elle est gratuite. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez plusieurs solutions. Vous avez, alors d'abord sur le site qui, vous le savez, a été refait du podcast de la bourse.fr, vous avez une formation qui est gratuite avec des modules. Aujourd'hui, il y a 1200 formés, je crois, qui ont rejoint l'aventure, encore une fois gratuite. Vous avez des modules existants à votre disposition et j'ai beaucoup travaillé cette semaine, la semaine dernière et d'ailleurs tout le mois de décembre à la construction de nouveaux modules de formation qui intégreront tout le long de l'année 2026. Donc cette formation continue, il y a une trentaine de modules supplémentaires qui vont arriver sur tous les sujets liés à l'investissement, la bourse encore une fois, la gestion privée, l'immobilier, les matières premières, les cryptos et la banque. Donc voilà, ça va être vraiment super. C'est des modules qui sont rapides, des fois il y a des vidéos, voilà. L'objectif c'est d'avoir des modules courts, clairs, précis, intemporels et qui vous permettent de mettre un premier pas dans l'investissement et en plus normalement c'est adapté au smartphone. Donc voilà, si vous êtes dans le train, dans la voiture, peu importe, que vous ne conduisez pas bien sûr, ça peut être une belle opportunité pour vous former tranquillement et gratuitement. Donc allez-y sur le site le podcast de la bourse.fr qui héberge également bien entendu nos programmes. MTT Découverte qui est le nouveau programme qui a intégré l'année dernière MTT. Bon voilà, accessible un petit peu à tous, notamment les débutants, mais aussi pour celles et ceux qui veulent mettre un premier pas dans l'investissement ou celles et ceux qui veulent tout simplement déléguer une certaine partie, notamment la surveillance des marchés. Donc voilà, c'est un programme un peu local, on va dire, et puis ensuite vous avez bien sûr le programme historique, le programme MTT Premium, où là où vous avez accès bien sûr à tout, aux échanges, à tous les portefeuilles, etc. Voilà donc pour l'introduction. J'en profite bien évidemment pour remercier mes partenaires qui accompagnent la création de tous ces contenus-là. Il faut vraiment les remercier car c'est grâce à eux que je peux passer autant de temps aussi à créer tous ces contenus gratuits pour vous et accessibles pour tous. Donc voilà, grand merci à eux, grand merci à Trade Republic, Bitvavo, Urutia Gestion Privée, Pro Real Time qui est le logiciel qui accompagne bien sûr toutes mes vidéos et toutes mes analyses, aucoffre.com de Jean-François Faure et de toute l'équipe que j'embrasse, et bien sûr Investing qui est la référence mondiale de l'actualité financière et de l'analyse bien sûr fondamentale. Donc voilà un petit peu pour la première partie. Cette semaine, vous l'avez vu, vous avez eu la vidéo update des marchés crypto, vidéo je pense hyper intéressante encore une fois. C'est souvent très intéressant pour les cryptos. On est sur des zones pour moi encore une fois d'accumulation, c'est le cas depuis plusieurs mois. Notamment sur Bitcoin. Maintenant, à vous de voir. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo et comme d'habitude, vous faire votre propre avis par vous-même.
Voilà pour ça. Ah oui, bonne nouvelle. Je l'avais promis, vous me l'aviez demandé, puisque vous le savez, le dernier live qu'on avait fait fin novembre, ça date déjà. Eh bien, il y avait eu la partie Vos actions, nos analyses. Ça avait été un succès assez fou. Il y avait eu, je sais plus, 5000 personnes qui avaient vu la vidéo, et en live on avait eu je sais plus 500 ou 600 personnes, je me rappelle plus. Bref, en tout cas ça avait cartonné, on a eu énormément de demandes. Évidemment on n'avait pas pu répondre à tout le monde, je vous avais promis qu'on ferait une nouvelle émission simplement avec Michael pour répondre en live à toutes les questions sur vos actions. Eh bien autant commencer l'année par réaliser les promesses. Dimanche 25 janvier à 20h je pense, je vous le redirai, mais normalement ce sera à 20h le soir bien sûr. Nous reprendrons vos actions, nos analyses avec vos questions en live, et avec mon ami de toujours, Michael. Eh bien, on répondra bien entendu à toutes vos questions. Ça concernera les actions à grande capitalisation, mais ça concernera aussi les small cap. Vous le savez, puisque Michael notamment est avant tout, il traite tout bien sûr, mais c'est avant tout un super trader de small cap et de micro cap. Donc là, pour le coup, vous aurez également son expertise à votre service. Et bien sûr, ce sera gratuit, il n'y aura pas d'inscription comme voilà, tout le monde fait, là ce sera vraiment gratuit. Donc voilà, notez bien sur vos agendas, dimanche 25 janvier, et puis le programme de cette nouvelle vidéo, que le début, avec la photo de Donald Trump. Merci l'IA fait des merveilles. Donc c'est voilà, une photo qui a d'ailleurs, celle-là, elle n'est pas de moi, elle a pas mal circulé sur les différents réseaux. Elle m'a fait beaucoup rire, donc je dis allez, je la mets, et ça fera certainement sourire quelques-uns parmi vous. On a un programme chargé, hein. Je pense que les vidéos de cette année seront pas beaucoup plus courtes que l'année précédente. Juste par contre, je vous le dirai un petit peu plus tard, hein, dans les différentes vidéos. Mais oui, je veux faire d'autres formats. Des formats un petit peu réduits comme on l'a fait la semaine dernière, notamment présenter voilà, un ETF pendant 10 minutes, une action pendant 10 minutes, voilà, un autre format. Je vois que ça a beaucoup plu le week-end dernier, donc je me dis tiens, allez, peut-être que c'est quelque chose qui les intéresse. D'ailleurs, dites-moi hein, si vous avez des idées en commentaire. Moi, vous savez, l'objectif de ces vidéos YouTube, voilà, vous savez, on gagne que dalle hein, avec une vidéo YouTube. Il y en a certains qui disent ouais, tu gagnes de l'argent par rapport à vidéo YouTube. Un jour, je vous publierai ce qu'on gagne réellement hein, sur une vidéo YouTube, pour vous le dire. Hein, sur une vidéo YouTube classique, vous allez gagner peut-être 40 euros, peut-être 50 euros brut hein, par vidéo. Voilà, pour quand vous voyez le temps qu'on passe entre la préparation, le montage, derrière la publication, les mails, enfin, les tweets, etc. Et qu'il vous reste une vingtaine d'euros dans la poche, croyez-moi, c'est pas du tout rentable, mais c'est pas grave, parce que l'objectif, encore une fois, c'est un objectif pédagogique, et moi je me régale, je prends énormément de plaisir, vous le savez aussi, à vous livrer ces vidéos, et surtout ce qui est le plus important, c'est vos retours. Voilà, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à mettre vos messages en commentaire, parce que c'est là où ça me permet voilà, d'avoir vos avis et d'ajuster aussi en fonction de ce que vous préférez, parce que c'est l'objectif c'est de faire des vidéos qui vous plaisent. On parlera dans cette vidéo, bien évidemment, du CAC Small. Il y aura, bien sûr, hein, comme d'habitude, la première partie éco. On parlera de Thales, qui fait l'actualité, de Air Liquide, de Kering, Total Energy, Société Générale, Arcelor, Safran, Carrefour, Dassault Systèmes, Société Générale, Eurofins Scientifique, Interparfums, Soitec, ASML Holding, Alten, Bonduel, Nexity, Stif, Atari, tiens ça fait longtemps qu'on m'avait pas proposé Atari, Median Technologies, Volkswagen en Allemagne, on parlera de De Richebourg, de Veolia, de Séché dans le secteur des utilities, Pernod Ricard, j'en dirai deux mots d'ailleurs, Pernod Ricard, Rémi Cointreau qui s'est un petit peu réveillé hier, Pierre et Vacances, Alstom, Viridien qui a pas mal performé ces derniers jours, Téléperformance qui commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, c'est difficile mais elle commence à tenter le truc. On parlera bien sûr de DroneVolt, on parlera aussi des États-Unis avec Google, Apple, Microsoft, Nike, Amazon, Netflix, Broadcom, Adobe et Nvidia. On fait un point sur ces gros américains pour cette première vidéo annuelle. Avant de passer au titre à suivre, il y aura 4 titres à suivre. Il y a un petit peu de spéculatif, il y a un petit peu de gros, il y a un petit peu de tout, vous verrez. Et enfin, on terminera, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous aide beaucoup aussi à filtrer, on terminera par le screener Trend Following. Voilà les amis, donc on attaque avec joie évidemment. Et d'ailleurs, hop, j'active ma caméra, me voilà, j'en profite évidemment pour vous souhaiter à nouveau, pour celles et ceux que je n'ai pas vus encore,
une bonne et heureuse année 2026, bien entendu. La santé, évidemment, d'abord. Puisque, encore une fois, comme je le disais sur la vidéo des cryptos, plus on vieillit, plus on se rend compte que la santé c'est important et que la santé, malheureusement, elle est fragile. Donc, il faut évidemment la santé. Ensuite, beaucoup d'amour, si possible, à donner d'abord, et puis, si possible, à recevoir avec vos proches, voilà, votre femme, votre mari, vos enfants, les amis, voilà, la famille. Très important cet équilibre-là. Et après, si on peut avoir un peu de réussite professionnelle et sur les marchés financiers, là pour le coup, vous avez le cocktail pour être heureux et passer une très très belle année. Donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Pour ma part et sur les projets, vous allez voir, c'est une année assez folle qui se prépare. Pour moi, j'ai une to-do assez dingue. Il y a un énorme projet qui devrait sortir dans le courant de l'année, sur lequel je bosse maintenant depuis pas mal de temps, qui prend énormément de temps. Donc voilà, on verra si ça aboutit. Mais si ça aboutit, ouais, ce sera une grande fierté. Il y a voilà, beaucoup d'événements aussi à préparer pour cette année 2026. J'ai eu le plaisir d'en rencontrer certains qui se reconnaîtront lors de la Paris Investor Week en novembre. J'espère avoir également le plaisir de rencontrer beaucoup d'autres parmi vous sur les différents événements sur toute l'année 2026, donc je communiquerai s'il y a des événements où je me déplace et ce sera un immense plaisir de vous rencontrer, d'aller boire un café et d'aller échanger sur les marchés, mais pas que, hein. Des fois il y a d'autres sujets, il y a souvent d'ailleurs d'autres sujets, c'est assez drôle, mais c'est toujours un immense plaisir. Donc voilà, merci beaucoup d'avance pour votre soutien, parce que si je suis encore là aujourd'hui et encore motivé, c'est avant tout et pratiquement uniquement grâce à vous. Donc merci du fond du cœur pour ce soutien. Ça n'a pas toujours été facile, c'est pas toujours facile, notamment sur les réseaux sociaux, croyez-moi. Il est vrai que depuis 2020, il y a énormément d'anxiété, il y a énormément de peur, il y a énormément d'agressivité sur les réseaux, ces dernières semaines d'autant plus. Donc voilà, pensez aussi, parce qu'on y est tous confrontés, moi aussi, voilà, que sur les différents réseaux sociaux, quand on s'adresse à quelqu'un, pas qu'à moi, hein, pas qu'à des créateurs, aussi à des gens avec qui on échange sur les réseaux. Faites toujours extrêmement attention. C'est vrai que quelque part, l'écran, ça nous désinhibe, quoi. Et on a tendance parfois à dire des choses derrière un écran qu'on n'aurait jamais dit en face à face. Sauf que la blessure et l'impact que vous allez mettre, lui, il est réel. Et donc, des fois, voilà, encore une fois, faites gaffe. Parce que des fois on va un peu loin et c'est vrai que déjà qu'on a du mal à s'excuser dans la vraie vie. Sur les réseaux, on s'excuse quasiment jamais. Moi le premier, hein. Donc voilà, quand on fait du mal à quelqu'un, donc faites gaffe à ça. Faisons gaffe tous ensemble à ça. Et essayons voilà, de débattre, parce que le débat c'est la vie. Et pour moi, c'est ce qui encore une fois différencie l'homme des animaux. C'est que nous, on a la capacité de débattre et d'échanger. Le jour où on perd ça, on perd notre humanité. Donc voilà, c'est un petit peu le mot pour ce début d'année. Et c'est mon souhait pour ce début d'année, c'est que les échanges soient un petit peu plus intéressants et surtout beaucoup moins agressifs. Voilà, donc très belle et heureuse année, encore une fois, 2026. Donc on attaque une année 2026, on prend les mêmes et on recommence. Et vous savez à quel point j'affectionne, à titre personnel, la saisonnalité. Évidemment que la saisonnalité n'est pas un indicateur magique et qui ne va pas vous donner le sens du vent 100% du temps. En revanche, c'est un indicateur qui nous donne, je dirais, une ambiance, un contexte, qui fait que derrière, quand des signaux se déclenchent et vont dans le même sens, ça nous aide à y croire. Voilà, c'est uniquement ça la saisonnalité. Hein. Et la saisonnalité, c'est une moyenne, n'oublions pas. Et une moyenne, elle est faite d'excès à la hausse et à la baisse. C'est pour ça que malheureusement, vous n'avez jamais les marchés qui suivent strictement la moyenne de la saisonnalité. Ça se passe tout à fait différent. Mais ça nous donne quand même un contexte global. Et dans ce contexte global, on est habitué à avoir un mois de janvier qui est plutôt intéressant. Et c'est le cas sur ce début de mois de janvier, c'est le moins que l'on puisse dire. Plutôt intéressant, avec 62% quasiment de mois positifs sur le S&P 500. C'est le cas également pour le Nasdaq, qui a 2/3 des mois de janvier depuis 26 ans, qui est positif. Au niveau de la saisonnalité, de la grille de performance, de la ligne de performance, voilà, on est à peu près là. Donc vous voyez, on a un mois de janvier qui est pas mal. Attention, février est un mois qui parfois est un mois voilà, où on peut avoir des surprises un petit peu négatives. Donc attention à ça.
bien entendu. Donc là, c'est un graphique de 94, hein, de 94 à 2023. Donc voilà, attention, sur le mois de janvier positif, février, souvent, on peut avoir un petit peu de volatilité. Je pense qu'on aura une année un petit peu comme ça d'ailleurs. Voilà, bon, c'est le cas aussi sur le Dow Jones ici représenté. Donc voilà, grosso modo, vous avez un élan plutôt favorable sur cette première partie, on va dire les 45 premiers jours de l'année. Et encore une fois, c'est pas rectiligne, mais voilà. Après, vous avez effectivement une partie qui est un petit peu plus zigzagueuse, on va dire, hein, de mi-mars jusqu'à ouais, globalement fin mai. Et après, l'été est plutôt pas mal. Avant, vous le savez, la période de septembre-octobre qui est un petit peu plus casse-gueule. Bon, voilà, hein, vous connaissez pour la plupart. Je répète aussi pour les débutants, puis ça nous fait un rappel, nous aussi, c'est pas mal. Donc voilà, c'est la même chose aussi, bien entendu, pour le Nasdaq, avec une période voilà, de février-mars qui est un petit peu moyenne. Là aussi, on a un mois d'octobre qui est toujours un petit peu compliqué. C'est également, bien entendu, la même chose sur le DAX. Le DAX a très très bien performé, nouveau plus haut historique, etc. Voilà, mais derrière, c'est un petit peu plus creux. Souvent, il a de l'avance hein, sur la première partie de l'année, un petit peu plus creux sur, on va dire, la deuxième partie de janvier, début février. Après, c'est plutôt pas mal. Voilà, lui aussi, il a ce fameux creux août, septembre, octobre. Bon. Ensuite, vous avez donc le CAC Cocorico, le CAC 40, qui lui aussi est plutôt pas mal. Attention, janvier, souvent, il est habitué, sur la deuxième partie de janvier, il est souvent habitué à se replier avant d'avoir, lui, par contre, de mi-janvier à mi-février, un truc qui est quand même plutôt pas mal. Lorsqu'on récapitule ce qui s'est passé au mois de décembre, on a eu un mois de décembre qui a été plutôt pas mal quand même, hein, sur la France notamment, donc sur le CAC 40, correct. On est dans la moyenne était de 0,3, on a fait 0,3 de performance. Sur le CAC Small, la moyenne est de 3,3%, on a fait plus 5,1. Donc là aussi, on a plutôt extrêmement bien sur le CAC et le CAC Small respecté la saisonnalité. Au niveau des performances, du comparatif des performances, là aussi, par rapport à l'écart de performance entre le CAC Small et le CAC 40, sur le mois de décembre, on a repris enfin sur le CAC Small, après 3-4 mois difficiles, on a repris un petit peu d'air sur les Small, puisque les Small Cap ont repris 4,8 points par rapport au CAC 40. Voilà. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. Et donc la projection sur, bien entendu, le mois de janvier, elle est plutôt bonne, hein, puisque le CAC 40, lui, gagne en moyenne 1,3%. On le voit. Alors il y a évidemment, hein, il y a des gros écarts entre année par année. On dira que grosso modo, c'est 50-50 sur la performance du CAC 40, mais généralement, quand c'est vert, c'est plus vert que quand c'est rouge. Voilà. Sur le small, lui, il surperforme. Alors, il sous-performe en termes de moyenne, mais il surperforme en nombre d'occurrences. Je m'explique. Là, vous voyez, vous aviez 5 sur les 10 dernières années, hein, c'est que 10 ans. 5 verts et 5 rouges. Sur le small, là, en revanche, vous avez 3 rouges et 7 verts. Donc, vous avez, pour résumer, ce que nous dit ce graphique, c'est que grosso modo, sur le CAC Small, vous avez une chance sur 2 d'être vert ou d'être rouge. En revanche, si vous êtes vert, ce sera plutôt pas mal. Sur le Small, si vous êtes vert, ce sera légèrement moins bien, mais vous avez beaucoup plus de chances de l'être. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour cette partie sur les projections du mois de janvier. Je m'attends, moi, un mois de janvier, dans la lignée de ce qu'on a depuis le début de l'année. Ça correspond pour moi, voilà, un mois de janvier, on va dire globalement positif, et je pense que en revanche, vous le savez, je le redirai un petit peu plus tard, au fur et à mesure que le temps passera, on aura plus de volatilité. Bon, au niveau du calendrier des publications, on va être tranquille, hein, globalement jusqu'à fin janvier. C'est le cas aux États-Unis, donc voilà, très peu de publications. C'est le cas également en Europe, en France, bien entendu, en Belgique et aux Pays-Bas. Sur le premier trimestre 2026, voilà un peu le nombre de publications que vous allez avoir. Donc voilà, pour résumer, hein, vous n'avez pas grand chose. On a grosso modo 3-4 semaines décidément qui sont assez légères sur ce début de mois de janvier. Par contre, ça va accélérer hein, sur la dernière semaine de janvier et après crescendo jusqu'à fin février. Voilà. Donc vous allez avoir un mois de février, par contre, où là, attention, on risque d'avoir de la volatilité. Donc profitez, à mon avis, un maximum des marchés aujourd'hui, sur opportunité, bien entendu. Et attention, après derrière, sur le mois de février, parce que
tac, on risque d'avoir de la volatilité et on sait à quel point la volatilité peut avoir de l'impact, les publications peuvent avoir de l'impact sur un portefeuille. Donc attention, bien entendu, à ça. Ok ? Donc, que le début, c'est bien entendu le titre de cette vidéo. Je reviens également donc, sur les événements très rapidement. Là, encore une fois, bon, je ne vais pas rentrer sur le côté politique. De toute façon, on vit dans un monde depuis 2020 où, de toute façon, quoi que vous fassiez, du moment où vous tweetez, vous avez 50% des gens qui sont contre vous, vous avez 50% des gens qui sont avec vous. Donc, moi, j'évite, et même quand on fait c'est fabuleux quand même le monde d'aujourd'hui, même quand on fait un tweet objectif, c'est-à-dire qu'on fait un tweet de news, quoi, on donne un fait factuel, vérifié, on a quand même des gens qui pensent que vous prenez position. Mais ça, moi, je le vois. Quand je mets une citation de quelqu'un, par exemple, une citation simple d'Emmanuel Macron, par exemple, il y a des gens qui disent ta citation elle va contre Emmanuel Macron, et il y a des gens qui me disent tu cites trop Emmanuel Macron, donc ton pro Emmanuel Macron il est gonflant, quoi. Donc c'est assez hallucinant quand même de toujours vouloir croire qu'on sait ce que l'autre pense. C'est beaucoup plus complexe que ça, et en l'occurrence, pour ma part, honnêtement, plus le temps passe, moins j'ai d'avis personnels, plus j'essaie d'analyser des faits, et moins j'ai de sentiments sur ce monde-là, sur les personnages, surtout qui sont acteurs de ce monde-là. Je les trouve tous détestables, sincèrement, tous détestables. Tous les politiques, tous les... Voilà, je vois pas vraiment de gens qui soient à la fois bons et à la fois bienveillants. Donc, si vous voulez, moi là-dessus, j'ai pas vraiment de problème. J'essaye juste d'analyser les faits, et surtout, j'essaye surtout de voir après. Pour ça que, malgré tout, la politique a de l'importance, parce que les événements au Venezuela aussi ont de l'importance, parce que ça impacte directement les marchés, que vous le vouliez ou non. Donc, voilà, il faut bien comprendre que tout ça a de l'impact, et qu'il faut quand même en parler, parce que derrière le Venezuela, et évidemment que ça a de l'impact sur les marchés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je résume, bien entendu. Après avoir accusé le Venezuela d'être responsable d'une immigration illégale et d'une partie de ses maux en matière de narcotrafic, eh bien, les États-Unis ont capturé le président du pays sud-américain, Nicolás Maduro, le 3 janvier. Donald Trump a aussi annoncé que les compagnies pétrolières américaines investiront des milliards pour relancer la production brute au Venezuela. Il a aussi dit dans sa conférence, j'ai écouté moi attentivement, très intéressant, toujours très intéressant quand même d'écouter. Il a quand même dit qu'il allait aussi, dans l'objectif, c'était de partager les revenus de l'exploitation du pétrole. Maintenant, est-ce qu'il fera avec les Vénézuéliens? Maintenant, est-ce qu'il fera ça, encore une fois? Moi, je juge pas, je juge les faits au maximum. C'est ce qu'il a dit. S'il ne le fait pas, voilà, là, ce sera condamnable. Après le Venezuela, Donald Trump pourrait avoir des vues interventionnistes sur d'autres territoires, notamment bien entendu Cuba, puisque le président a multiplié les menaces envers d'autres pays, avec Cuba qui serait prête selon lui à tomber. Il a également affirmé que la Colombie serait dirigée par un homme malade qui aime faire de la drogue et la vendre aux États-Unis, et qu'il ne va plus le faire pour très longtemps. Le Mexique a lui été sommé de se ressaisir. Donald Trump a ensuite relancé l'idée d'une intervention militaire au Groenland, territoire danois stratégique de l'Arctique, après l'opération américaine au Venezuela. Depuis l'Air Force One, le président américain affirme que les États-Unis ont un besoin de sécurité nationale concernant le Groenland. Un vrai texte, bien entendu. Personne n'est dupe. Le Danemark a fermement, pour le moment, rejeté toute idée d'annexion, tout en disant ouvert à un dialogue respectueux du droit international. Ce qui fait que les tensions montent un peu. Avec des exercices militaires danois menés sur place, pour l'Europe, cette position américaine constitue un risque majeur pour la souveraineté d'un État membre. Emmanuel Macron a rappelé que le Groenland appartient à son peuple, le Danemark étant le garant. Donc on a une situation, si vous voulez, qui... Je le fais en plusieurs étapes. Première étape, vous avez les événements au Venezuela, qui sont une violation du droit international, point. Voilà, ça c'est factuel, c'est une violation du droit international, c'est une chose. Pour autant, soyons tout à fait honnêtes entre vous et moi, on va faire de l'honnêteté entre vous et moi, ça arrange bien tout le monde. Ça arrange bien Donald Trump, ça arrange bien, je crois, bon voilà, après je suis pas sur place, mais je crois une partie des Vénézuéliens quand même,
Et ça arrangeait bien l'Europe. Ça arrangeait bien l'Europe qui a condamné aussi depuis 2013 tout ce qui se passait au Venezuela sans jamais rien faire. Donc, l'Europe, à demi-mot, condamne quand même la violation du droit international, parce qu'il faut le faire, mais à demi-mot dit, bah, c'est quand même bien hein, pour le Venezuela, tout ça. Donc ça aussi, c'est un jeu un peu malsain, je trouve, d'un peu tout le monde, pas que de Donald Trump. Et alors on va encore me dire que je défends Emmanuel Macron, c'est pas grave, mais pour le coup, le président français, il a fait une première intervention où il a dit que voilà, il était plutôt positif sur ce qui était voilà, et dans un deuxième pourquoi, parce qu'évidemment lui ce qu'il regarde, il a une autre guerre à mener hein. Emmanuel Macron il va pas se mettre Donald Trump à dos. C'est important ce qui se passe en Ukraine, bien entendu les enjeux sont immenses. Et donc c'est vrai que derrière dans un deuxième temps il a un petit peu rétro-pédalé parce que j'imagine qu'autour de lui on lui a dit ouais mais quand même il faut condamner etc. Et puis derrière, on peut avoir un impact par rapport au Groenland, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, encore une fois, je ne cherche pas. Beaucoup de gens sont tombés sur Emmanuel Macron cette semaine. Mais sa position, honnêtement, moi je trouve qu'elle a été plutôt bonne. Dans un premier temps, voilà, il a essayé quelque part de faire plaisir à Donald Trump en disant qu'il saluait le geste. Et puis dans un deuxième temps, il dit bon, je condamne quand même parce que je suis obligé. Voilà, et qu'il y a des intérêts derrière à défendre. Donc, encore une fois, je pense que la situation n'est pas évidente pour le président de la République sur ce plan-là. Quand vous menez plusieurs combats en même temps, c'est toujours extrêmement compliqué. Maintenant, beaucoup disent la situation au Groenland, maintenant que Trump a fait ce qu'il a fait au Venezuela, le Groenland, c'est la même chose. Il va faire la même chose. Et d'ailleurs, pour lui, c'est la même chose. Ben, pour moi, ça n'a rien à voir. Hein. D'ailleurs, le Groenland, voilà, déjà, la situation politique et géopolitique n'a rien à voir. Géographique non plus. Enfin, voilà, là, on parle de l'Europe, on parle du Danemark. Voilà, je ne vois pas Donald Trump. Alors, que Donald Trump achète le Groenland ou achète ses habitants, ça c'est possible. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est la triste réalité du monde, c'est-à-dire qu'on peut tout acheter. Donc voilà. Mais par contre, qui l'envahissent comme ça, le Groenland, je pense que c'est extrêmement peu probable, quoi. Donc voilà, nous verrons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il venait à le faire, et s'il venait à aller plus loin, c'est-à-dire, bon, là, il a fait le Venezuela, très bien, ça arrange tout. Mais si derrière, il va plus loin, ce qui est possible, hein, voilà, quand on écoute quand même Donald Trump, pour quelqu'un soi-disant qui faisait jamais ce qu'il disait, pour le coup, c'est quelqu'un qui fait toujours ce qu'il dit quand même. Hein. Donc il vaut mieux faire attention quand même, il vaut mieux le prendre au sérieux, malheureusement, encore une fois. Mais voilà, donc attention quand même que ça ne dévie pas sur quelque chose d'autre. Venezuela, ok, très bien. Si ça s'arrête là, ça ira. Donc les marchés, considérant encore une fois que bon, ben allez, dans l'ensemble, ça arrange tout le monde et que économiquement, ça peut avoir du sens, etc. Donc ok, très bien. Si ça va plus loin, les marchés peuvent dégénérer. Hein. C'est là aussi ce que je disais en introduction. Attention, maintenant, c'est le danger réel pour moi ces prochaines semaines que Donald Trump ne se sente pas pousser des ailes avec ce patriotisme américain comme ça qui grossit et qui tout à coup se met à vouloir envahir tout le monde et à péter un câble. Parce que là, par contre, la réaction des marchés elle sera totalement différente, croyez-moi. Ok ? Voilà, pour cette première partie, ce que je voulais vous dire, encore une fois, vous voyez, je pense sans prendre position, parce qu'honnêtement, j'ai pas de position, j'essaye juste de regarder ce qui se passe et l'impact, encore une fois, qu'on vient de donner sur les marchés. Il faut quand même surveiller de très près ce que ces prochaines semaines, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce que va dire Donald Trump. Il faut le surveiller. Il ne faut pas prendre à légère ce que dit Donald Trump. Ce qu'il va dire, s'il est menaçant, il faudra faire très attention sur les marchés financiers. Je vous le dis parce qu'il peut y avoir quelque chose qui, à un moment donné, bascule. Ça peut arriver, ça arrive toujours comme ça dans l'histoire. Donc, surveillons quand même, au-delà de l'économie qu'on surveille, etc., et de la macroéconomie, surveillons quand même les faits et gestes et surtout les dires de Donald Trump, parce qu'on sait très bien que souvent, malheureusement, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc si tout à coup, il se met à être beaucoup plus menaçant sur les autres pays d'Amérique latine et sur l'Europe et le Danemark, il faudra, là, je pense, très sincèrement, faire du cash sur nos portefeuilles. Je passe donc maintenant à l'analyse un peu des résultats macro, etc. Bon, au niveau des résultats, on est tranquille, même si c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. Nous aurons donc vente unique, Katana notamment. Au niveau du calendrier des résultats, très peu, je crois qu'apparemment, détache Kering. Voilà. 1,25€, visiblement, hein, le 13. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire.
Ce qui est très intéressant également, hein, c'est de voir bon, le comparatif un petit peu des valeurs défensives, pardon, et on voit qu'on est des niveaux très bas. Et vous savez ce que je pense des valeurs défensives sur toute l'année 2026, et notamment des utilities. Alors, en France, c'est déjà le cas. Hein. Vous avez vu l'année dernière, le CAC Utilities est la deuxième performance de l'année, hein, sur les CAC sectoriels. C'est pas le cas aux États-Unis, étrangement. Donc là aussi, peut-être que les États-Unis, je pense, en général, ont de l'avance sur l'ensemble des marchés, mais je pense que pour le coup, ils ont du retard sur le CAC Utilities. Donc pour moi, secteur défensif, santé, consumer staple, utilities, pour moi, ce sont des marchés sur lesquels il faut vraiment faire un zoom absolu pour l'année 2026 et aller chercher, je vous le dis notamment pour ceux qui traitent les marchés américains, aller chercher les valeurs à l'intérieur, les meilleures évidemment, et celles qui sont dans les plus belles tendances et essayer potentiellement de rentrer là-dedans. Ça peut, quoi qu'il en soit, être du défensif dans un portefeuille amortisseur et ça peut être aussi de l'opportunité, je pense, de faire des belles performances. Et je suis toujours bien sûr à l'achat sur les utilities en France, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, puisqu'on en présente trois de mémoire qui sont Veolia, de Richebourg, Séché Environnement. Donc voilà, excès d'optimisme spéculatif, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que les ETF à levier long eh bien, battent des records. Donc effectivement, on peut quand même un petit peu s'interroger. Quand on a tapé des records comme ça sur les dernières années, derrière, on a eu quasiment systématiquement des périodes de drawdown. Voilà. Donc attention, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut comme ici, là, derrière, on a un drawdown. Là, ici, on a fait un nouveau plus haut, derrière, période de drawdown. Ici, on va très certainement sur les indices américains. Alors sur le Dow Jones, c'est fait, pas sur le Nasdaq. Pas sur le CAC encore, même si on est plus loin. Derrière, attention. Voilà. Derrière, attention. Vous le savez, toute l'année 2025, j'ai été méga bullish sur le CAC 40. Je le suis encore également sur le début d'année. Je dis pas qu'on va perdre 30% sur les marchés, j'en sais rien. Je dis juste qu'il va y avoir beaucoup plus de volatilité à mon sens en 2026. Donc attention, on s'est habitué, c'est le piège du marché, on s'habitue à peu de volatilité, on s'habitue à un marché qui monte doucement, sereinement, et tout à coup, on a un changement qu'on ne comprend pas, et là en général, c'est ce qu'on appelle les portes de saloon, on prend les portes de saloon dans la tête, et en général, c'est extrêmement douloureux. Donc je préfère, quitte à avoir un peu d'avance, vous y préparer, vous mettre dans ce contexte psychologique-là, parce qu'à mon avis, c'est très sincèrement ce qui va se passer. D'autant que vous le savez, que lorsqu'on regarde les valorisations, on est quand même sur des valorisations élevées sur la majeure partie du monde. Voilà. À part l'Amérique latine et la Chine et une partie de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, même si l'Espagne a déjà un peu progressé, le Portugal, la Grèce, etc. Mais globalement, même la France, ne croyez pas, on est quand même sur des niveaux de valorisation élevés. Lorsqu'on regarde par rapport à la moyenne historique, vous avez là où on se situe ici en orange, sur chacun des différents compartiments du monde, ben, on est quasiment partout, au-delà de l'interquartile, quoi. Hein, donc la moyenne, elle est là en gris, la médiane, pardon. On est au-dessus systématiquement partout. Et on est même au-dessus de l'interquartile partout. D'accord. Donc, tant que tout va bien, pas de problème. Voilà. C'est comme le PER. Le PER ne sert à rien tant que tout va bien, tant que vos actions font de la croissance. Le jour où vous avez une baisse de croissance et que vous avez une récession, tout le monde se met à regarder le PER. C'est la même chose pour les marchés financiers. Et ça, c'est d'ailleurs, je crois que c'est le PER, ça. Oui, c'est le PER. Donc, d'accord. Là, on me dit oui, il y a la croissance, etc. Mais justement, la croissance, elle n'est pas éternelle. Il faut bien comprendre que les marchés n'avancent pas comme ça. La croissance ne sera pas éternelle. À un moment donné, vous aurez, et on a déjà vécu d'ailleurs, et on vit déjà un ralentissement de la croissance. Et c'est là où tout à coup, le ralentissement de la croissance engendre une hausse du chômage, la hausse du chômage engendre, c'est plus compliqué que ça, mais je vous le fais simple, engendre une récession, la récession engendre une forte chute de la croissance, et tout à coup, toutes les actions que vous avez ne font quasiment plus de croissance. Ça dure ce que ça dure, évidemment, les marchés sont faits pour repartir. Mais tout à coup, les valorisations apparaissent beaucoup plus élevées. Donc, avoir ça en tête, sans avoir peur, etc. Mais avoir ça quand même sur un bout de nos cerveaux. Bon, voilà, on a évidemment aussi une concentration qui est très élevée, hein, bien entendu. Le market cap, les 10 plus larges compagnies qui font partie du S&P 500, on en a quand même
40% qui représentent les 10. Donc c'est énorme, énorme. On a une énorme concentration sur le S&P 500 et on sait, lié notamment bien entendu à l'avènement des ETF, ça bien sûr on le sait, ça continue d'ailleurs. Mais pour moi, ce sera évidemment un des éléments dominos de la prochaine crise, de la prochaine chute. Évidemment, quand tout le monde a les mêmes actions en portefeuille, lorsque tout le monde se met à vendre, il n'y a plus grand monde qui veut acheter. Donc attention également, bien sûr, à ça. Il peut y avoir un événement qui tout à coup déclenche un effet domino. Lequel, on ne sait pas trop, on verra. Parmi les inquiétudes, vous le savez évidemment, il y a le taux de chômage. Le chômage aux États-Unis, là c'est pareil. On a des signaux pour moi qui ont été déclenchés, clairement. Notamment le taux de chômage, vous le savez, qui est passé au-dessus de 4,5. Et je vous avais dit, attention, lorsque ça dépasse 4,5, on a un signal franc. Donc désormais, pour moi, il faut faire attention. Voilà, on peut aller chercher des niveaux plus hauts, mais il faut quand même faire attention. Et il va falloir plus que jamais, je le disais sur les réseaux, le mot pour moi, la principale qualité qu'il va falloir avoir cette année, c'est l'agilité. L'agilité. Ne pas croire que les choses sont définitives. D'accord ? Ne pas croire que ce qu'on a dit le lundi est valable le mardi et le mercredi. Des fois, non. Des fois, vous pouvez être acheteur sur les marchés le lundi et tout à coup, les signaux se retournent et le mardi, vous vous mettez à changer d'avis. Ce qui n'a pas été finalement le cas en 2025, où là, on a eu une superbe année, on a pu accompagner les trades, etc. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de retours, beaucoup plus de faux signaux, beaucoup plus d'alertes, beaucoup plus d'actions qui vont aller faire des plus bas, rebondir, faire des plus bas, rebondir, etc., etc. Il va falloir s'improviser beaucoup plus, je ne vais pas dire trader, mais beaucoup plus, en tout cas, investisseur actif sur les marchés, que ça a été le cas ces derniers mois et surtout ces dernières années. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit, encore une fois, changer totalement de stratégie, ça ne veut pas dire que ceux qui font du DCA doivent tout d'un coup tout vendre, pas du tout, pas du tout. Ça veut juste dire que, voilà, ceux notamment qui font du stock picking, il va falloir être agile, il va falloir considérer que les choses peuvent être beaucoup plus volatiles en 2026. Au niveau du scénario, je n'ai pas changé mon scénario pour ce début d'année. Je pense qu'on peut avoir un début d'année encore tout à fait correct. C'est d'ailleurs le cas, vous le savez. Moi, je vous avais dit, pour moi, dernier trimestre de l'année 2025, première semaine, premier mois de l'année 2026, ce sera plutôt pas mal. Par contre, attention, voilà, à partir d'ici, je dirais même, je décale un petit peu, à partir de là, donc voilà, peut-être février, on verra. En tout cas, quand les signaux vont se déclencher, vendeurs, il faudra les prochains signaux vendeurs, là où les replis étaient achetés, je pense que les prochains signaux importants à la vente seront des signaux de départ de fameuses structures beaucoup plus lentes, beaucoup plus longues et beaucoup plus zigzagueuses. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est la performance de l'or. Bien entendu, en 2025, qui a été la deuxième performance annuelle historique, un trade absolument fabuleux, et on sait pertinemment que lorsque l'on a une surperformance du gold par rapport au S&P 500, ce qui avait été le cas, ici, donc vous avez là en bas c'est la performance du S&P 500 par rapport au gold. Donc là, quand on est sous la moyenne mobile à 340 période, et bien sur cette période-là, vous avez donc le gold qui surperforme, ici le gold qui surperforme, ici le gold qui surperforme, ici on casse la moyenne mobile, donc on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que les précédentes périodes où on a eu ce phénomène-là, c'était des périodes de drawdown, des périodes de range, des périodes où le marché, action, du moins le S&P 500, a pas fait grand-chose. Et là aussi, moi, quand je regarde ce graphique-là, qui est de Nautilus Invest Research, là, eh bien, j'imagine bien une année 2026 qui pourrait ressembler à ça, quoi. 2026 minimum, puisque d'ailleurs la longueur ici c'est c'est 2 ans. Donc moi, à titre personnel, je vous le dis clairement, ce graphique-là ressemble de très près à ce que j'imagine. Voilà, d'autant que lorsqu'on regarde les cycles présidentiels, on est à peu près là, quoi. Voilà, on est aussi sur une deuxième année présidentielle qui est en général un petit peu plus compliquée sur les marchés financiers. Donc là aussi, je pense qu'on s'oriente sur quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la bourse ? C'est la question que vous dites. Mais du coup, si les marchés vont rien faire, autant arrêter la bourse et faire du Bill Bucket, quoi. Non, en l'occurrence, non, puisque moi je pense que le stock picking, et je suis ravi évidemment de constater qu'il y a de plus en plus de stock pickers sur les différents réseaux, certains qui font que du fonda, certains qui font que de l'analyse technique, certains qui font les deux, j'invite d'ailleurs la majeure partie des gens à faire les deux, et bien tout le monde va s'apercevoir que l'aspect timing a une importance fondamentale, et donc
là aussi, quand on dit que les fonds passifs surperforment toujours les fonds actifs, là aussi, comme d'habitude, hein, il y a un juste milieu, c'est pas totalement vrai. C'est vrai, en effet, depuis 10 ans. Hein, c'est totalement vrai, depuis 10 ans, même un petit peu plus, depuis 15 ans. C'est vrai. Parce qu'on a eu des marchés très directionnels aussi. Mais on a eu d'autres périodes, hein, notamment ici sur la zone bleue, hein, où on a eu effectivement eh bien, des fonds actifs qui ont largement surperformé des fonds passifs. Donc, je ne dis pas que demain matin, les courbes vont à nouveau s'inverser, mais je pense que c'est une possibilité à envisager. Voilà les amis, donc pour cette première partie, évidemment pour en savoir plus, vous le savez, vous avez encore une fois la newsletter avec la table des investisseurs, le suivi du portefeuille Forteresse qui a réalisé l'année dernière une performance de 10,89%, donc sans la conversion, hein. En plus avec le dollar qui nous a fait relativement mal, donc c'est plutôt pas mal. Pour rappel, hein, la table des investisseurs, eh bien, ce sont des décryptages de l'actu, l'accès au portefeuille, des stratégies, la gestion privée, l'immobilier, les outils pro real-time et la lettre mensuelle aux investisseurs qui est sortie cette semaine. Je vous mettrai le lien aussi sur le site. Je mettrai sur le site le podcast de la bourse.fr. Ceux qui l'ont loupé, vous pouvez la télécharger, retourner directement sur la lettre. Il faudra que je m'en occupe, je me le note pour tout à l'heure. Bien évidemment, toute cette newsletter est gratuite. Voilà, les amis. Donc, on passe désormais à l'analyse donc, du CAC 40. Alors, le CAC 40. Bon, le CAC 40, les amis, hein, vous savez ce qu'on pense, vous savez ce qu'on dit depuis des mois et des mois. Il y a beaucoup de gens qui shortent le CAC 40 depuis des semaines, voire des mois. Mais nous, de notre côté, voilà, on observe que la moyenne mobile, encore une fois, à 10 mois, elle est haussière. On observe que les bougies, elles sont quand même, certes, peu volatiles, ça j'en conviens, mais elles ne donnent aucun signal clair de retournement majeur, en tout cas. Certes, on a conscience, vous le savez, qu'on évolue toujours dans un énorme biseau ascendant. C'est mon inquiétude, ça, on est clair. Mais à court terme, en tout cas, et à moyen terme, il n'y a aucun signal de retournement précis à ce stade. C'est la raison pour laquelle on continue, bien entendu, d'acheter le marché. Dans ce biseau descendant mensuel, on en a un autre, qui est le biseau ascendant. Dans le biseau ascendant mensuel, on en a un autre, qui est le biseau ascendant également journalier. On est inscrit là-dedans. Là aussi, bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Il y a eu une phase ici, là, voilà, où on a eu une belle réduction, belle contraction de la volatilité. Derrière, on fait le break, on fait le pullback sur la M10 d'ailleurs, de mémoire. Voilà, regardez le pullback sur la M10, voilà pourquoi aussi j'utilise, je vais zoomer pour que vous voyez bien, j'utilise aussi autant la M10. Ok. Voilà, on fait le pullback. Pour moi, comme je le disais sur MTT, on continue bien sûr d'acheter le marché, tant que, de toute façon, vous êtes au-dessus de cette zone-là, voilà, au-dessus des 8100 points, grosso modo. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute sur la tendance court terme, moyen terme et long terme. D'accord ? Tant que vous évoluez au-dessus de ça, il n'y a même pas d'inquiétude à avoir. Il faut continuer de payer le marché. Même si vous pouvez avoir ici, après, parce que les choses évoluent. Voilà, il faut comprendre que le marché a besoin de zigzaguer, il peut péter, il peut revenir là, il peut construire et ensuite il peut déclencher la hausse. Ça peut être comme ça aussi, d'accord ? Mais en tout cas, pour moi, tant qu'on est au-dessus de ça, il n'y a aucun signal d'inquiétude. Et même si on va en dessous, pour moi, ce sera de la neutralité. C'est-à-dire que désormais, moi, je remonte mes niveaux d'invalidation. C'est-à-dire que ici, je passe bullish. Ici, je passe neutre, on va dire. Hein. Ça ne veut pas dire vendeur, mais ça veut dire neutre. Voilà. Ici, on passe neutre. Comme ça, je mets les niveaux d'invalidation à vous. Et ici, là, en revanche, oui, je suis d'accord. Là, pour moi, ce sera un signal de retournement. Bon, on peut même mettre bearish. Ok ? Donc, tant que vous évoluez, pour moi, au-dessus de là, c'est bullish, à mort. Et là, encore plus, forcément, bon, là, je serais presque... Il faudra faire gaffe, il faudra trader, mais il faudra faire gaffe, d'accord ? Donc, moi, mon scénario préféré, mon scénario principal, tout en sachant que, considérant qu'on a, grosso modo, allez, on va dire, un premier trimestre à peu près, qui est ici. Si je devais faire un scénario principal, évidemment, c'est de la science-fiction, hein, je ne suis pas du tout en train de... Voilà.
Si je devais faire un scénario principal, dans la continuité de tout ce qu'on a dit en 2025, pour le coup, on a eu quand même une vision qui a plutôt bien été respectée, ben, je verrais bien quelque chose comme ça, moi. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, éventuellement, voilà, une tendance baissière. Voilà. Sur le reste de l'année, est-ce que là, on aura un rebond, on repartira avec ça, c'est évidemment c'est trop difficile. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, et on ajustera au fur et à mesure de ce chandelier, ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'on peut encore jouer un scénario de hausse sur la première partie de l'année. Voilà globalement comment je vois, moi, à titre perso, le scénario principal que j'ai, pour moi, qui a le plus de chances de se réaliser, c'est celui-ci. Encore une fois, si demain matin, le marché décide, alors pas demain matin, en l'occurrence, mais plutôt lundi, le marché décide de revenir en arrière, de casser, de faire un pullback ici, et de recasser, je vous dirais, bon, ben là, pour le coup, ça pue, et on n'ira pas faire un nouveau plus haut, et derrière, on va venir dans la zone de neutralité, il faudra faire gaffe dans cette zone de ne pas la casser, sinon, mais on n'en est pas là. Pour le moment, pour moi, tout est OK. OK. Alors, sur le small, le CAC small, alors celui-là, je ne l'ai pas mis à jour depuis qu'on s'était vu, voilà. Ben, là aussi, il a bien respecté, souvenez-vous, voilà, on avait dit cette oblique-là à casser, si on casse, congestion ici pour repartir, et venir ici congestionner. Donc on y est, on a fait un nouveau plus haut, mais là aussi, n'oublions pas, voilà, on avait tout tracé, la flèche, etc., mais n'oublions pas, voilà, n'oublions pas aussi ce graphique-là. Toujours, n'oublions pas que chaque nouveau plus haut, il faut faire attention. Vous l'avez dit. Là, on a fait un nouveau plus haut. Attention dans cette zone-là. On n'est plus très loin maintenant. D'accord. Donc, on peut aller chercher encore un petit peu de performance, mais pour moi, la majeure partie du chemin, elle est quand même plutôt derrière. Désormais, on passe aux actions. Donc, au niveau des actions, on a du Thales. Donc, Thales qui, évidemment, avec l'actualité, s'est reprise, mais voilà. Encore une fois, pour moi, on est dans le scénario de début de figure de moyen long terme. Donc voilà, ça peut être une figure qui peut être longue. Donc on est revenu, voilà, bas de range, pour moi, c'est toujours des opportunités intéressantes vers les 220 pour un premier achat. Et haut de range, il faut faire attention. Alors ça peut exploser hein, s'il y a un événement, etc. Mais voilà. Après, ça peut faire office de protection. Mais pour moi, voilà, on fait l'aller-retour dans ce range entre les 215 et les 273. Donc plutôt achat vers les 215 et plutôt éventuellement allègement, remontée de stop vers les 270, 280. Air Liquide, donc je continue hein, depuis des mois et des mois à vous dire la même chose sur Air Liquide. Je sais que ça fait jamais plaisir, il y a toujours quelqu'un qui est fan d'Air Liquide qui m'engueule. Mais voilà, tout a été tracé depuis des mois déjà. Moi, je vous avais dit, premier niveau d'achat, tout le monde m'a dit, elle ira jamais à 150. Ben, on est à 155 aujourd'hui, donc voilà. Et puis, ce sera peut-être pas fini. Voilà, je suis désolé de vous décevoir, mais ce sera peut-être pas fini. Alors, j'en sais rien. Mais encore une fois, moi, quand je vois ce graphe-là, je me dis, c'est plutôt un graphe. Alors oui, premier achat à 150, voilà, grosso modo, on y est hein, dans la zone. Après, gardez quand même un peu de cash au cas où, voilà, parce que la zone des 120, elle peut le devenir. Alors il y a quelques mois, tout le monde disait c'est impossible, et vous allez voir que le narratif, si on commence à aller sous les 150, il va nettement changer sur les réseaux. D'ailleurs, je vois que sur les réseaux, il y a certains qui commencent maintenant à dire que finalement, Air Liquide, c'est pas cadeau, c'est pas si bien que ça, etc. Mais oui, mais bon, ça, c'est des choses qu'on dit depuis un petit moment, les amis. Donc voilà. Donc pour moi, patience, là aussi, c'est vachement important. Kering qui nous a bien régalé en 2025, qui continue. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'alerte hein, sur Kering. J'ai pas d'alerte. Au contraire, j'ai de la continuité, moi, pour moi. Voilà. Hein. Donc, on avait parlé de cette structure-là. On avait parlé du biseau sur les réseaux, notamment, mais même l'année dernière. On a breaké. Je vous avais dit, maintenant, on a la petite figure qui se forme. On l'a breaké. On a fait même le pullback magnifique et on repart. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. C'est hyper positif. Voilà, à partir de quand on s'inquiète, parce qu'il peut y avoir aussi une invalidation. Pour moi, vraiment aucune inquiétude tant qu'on est au-dessus des 295, quoi, hein, tant que vous tenez le bas ici de janvier. Voilà, pour le moment, c'est bullish. L'objectif pour moi, c'est de revenir déjà aux alentours des 340 et après, nous verrons. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien à dire pour Kering. Ensuite, vous avez alors Total Energy qui a déçu, qui déçoit un petit peu. Alors bon, voilà, hein, je vous la retrace, on est dans un biseau descendant. Donc c'est une tendance haussière, on est dans un biseau descendant, c'est le graphique dividende non réinvesti, je précise. Voilà, grosso modo pour moi, on a breaké l'oblique, on a fabriqué la structure, mais ce qui me gêne un tout petit peu sur Total Energy, c'est que cette structure est en train de casser par le bas. Alors, c'est pas mort, ça peut être une structure plus complexe finalement que ça, hein, ça peut être une structure aussi comme ça, plus longue.
Donc à suivre quand même, mais on a un petit signal de faiblesse. Donc tant qu'on tient le niveau de la M200 et tout ce niveau-là, c'est-à-dire les 52 euros, pour moi, il n'y a pas de danger. Si on lâche les 52 euros, et ça peut arriver, hein, ce sera un minimum retour pour moi sur ce niveau-là, 47. Voire même la cassure des 47. Et là, par contre, s'il y a une cassure des 47, ce sera une opportunité d'achat, dans toute cette zone-là notamment. Hein, sous 45, c'est pareil. Quand on parlait de Total Energy, qu'on disait attention, 60-65, c'est un peu cher, ça peut baisser, personne n'y croyait. Et puis finalement, Total Energy, elle a baissé de 22%. Donc là aussi, encore une fois, ce qui fait la différence, si vous voulez, pour moi, hein, de ce que je vois depuis des années, hein, la différence entre les bons investisseurs et les investisseurs excellemment bons, c'est que les excellemment bons, ils sont beaucoup plus patients, quoi, tout simplement. Et c'était un débat qu'on avait sur les réseaux qui est hyper intéressant. C'est que si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il y a deux catégories de gens, sur l'investissement notamment. Il y a celles et ceux qui considèrent que du moment où tu achètes une très bonne action, peu importe quand est-ce que tu l'achètes, c'est pas très important, de toute façon ça finira par remonter, et que même si pendant 3-4 ans, il se passe rien ou qu'elle baisse, c'est pas très grave. Point de vue absolument défendable. Point à la ligne. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième, qui considère qu'il vaut mieux peut-être parfois avoir des actions un petit peu moins quali. Si on peut en avoir des quali, évidemment, c'est mieux, hein, mais un petit peu moins quali, mais avoir un bon timing. Voilà. Parce que c'est là où on optimise, pour moi, la performance. Et quand on a la chance, avec les talents qu'il y a, et je le dis avec beaucoup de sincérité, certains créateurs de contenu, notamment sur l'analyse fondamentale, qui ont des talents fous, bien meilleurs que les miens en tout cas, ça c'est sûr, pour analyser, pour voir le contexte, notamment sur les semi-conducteurs. Voilà, je pense à Julien, je pense à Loris, je pense à voilà, tous ces jeunes-là qui ont franchement un niveau sur l'analyse fondamentale qui est sidérant. Je me dis c'est dommage quand même qu'ils mettent pas une petite pointe supplémentaire de timing pour passer au-dessus. Voilà, bon, c'est les débats qu'on a hein, régulièrement. Ils le font, je crois, de plus en plus d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est là, en fait, que vous allez passer un cran au-dessus si vous faites que du fondamental. Je pense sincèrement que... Oh, mais l'inverse est aussi vrai. Hein. Je pense que quelqu'un qui fait que de l'analyse technique, le jour où il fait du fondamental en plus, pareil, il monte d'un niveau, évidemment, hein, ça va dans les deux sens. Hein. Donc, pour moi, la réalité, c'est toujours la même. C'est ce que j'ai décrit depuis des années et des années, c'est que c'est l'association des deux compétences qui fait que vous allez performer, quoi. Voilà. Le problème, l'analyse technique a pâti d'une, comment dirais-je, d'une sorte de qualification qui est fausse, c'est-à-dire que l'analyse technique est associée au trading, pas du tout. L'analyse technique sert beaucoup à une vision long terme aussi. Et le jour où on bascule, où on comprend que l'analyse technique, c'est pas que du trading, et ça sert aussi pour avoir une vision long terme sur les dossiers, là c'est l'Eldorado, quoi, c'est Disneyland. Donc voilà, tout ça pour dire que Total Energy, bon voilà, c'est pas mort encore, je laisse encore la structure se faire, c'est pas totalement terminé. Bon, Société Générale, hein, très ferme, les bancaires de toute façon très fermes. Je suis pas à l'achat, moi, hein, sur Société Générale, voilà. Voilà. Autant le range, là, à l'époque, nous intéressait. J'aurais jamais cru, honnêtement, j'aurais jamais cru qu'on aurait un tel trend, en tout cas. Mais il n'y a rien à dire, c'est ferme, voilà, magnifique, on a breaké, etc. Bon, rien de plus à dire. Ceux qui veulent en acheter, pourquoi pas, mais là pour moi c'est plus en mode trading. Voilà. Chaque fois que vous avez des petites réductions de volatilité, vous tentez voilà, des petites réductions de volatilité comme ici, comme là, vous tentez des achats avec des breakouts, etc. etc. Voilà. Pour moi, grosso modo, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, vous avez de l'ArcelorMittal. Bon, que dire sur ArcelorMittal? C'était une de mes convictions, notamment avec Engie, sur l'année 2025. Bon, elle a fait régaler, hein. Tout le monde disait c'est mou, ArcelorMittal, etc. Et puis c'est 85% de performance depuis avril, quoi. Donc c'est fabuleux. Voilà. Est-ce que j'ai changé d'opinion sur ArcelorMittal? Non, pour moi, c'est toujours bullish. Simplement, j'ai préféré vous en parler en 2025, en début 2025, et faire la performance là. J'ai du mal à vous dire, bon, c'est encore le moment, allez-y, elle va faire encore 100%. Peut-être elle va les faire, mais voilà, pour moi, j'ai du mal à... Voilà, je suis toujours bullish. Voilà, vous pouvez encore tenter des achats, etc., etc. Nous, on avait tenté un d'ailleurs là avec MTT, vous voyez, on s'est fait sortir. Bon,
Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Mais pour moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas retradé depuis un petit moment, mais voilà, il y a encore des périodes voilà, où ça peut être intéressant. Vous avez des petites réductions de volatilité, inside bar, etc. Donc ça peut être des opportunités. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur Arcelor. Donc pour moi, hein, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est toujours bullish et elle a toujours, pour moi, la capacité d'aller un petit peu plus haut. Safran, c'est, vous le savez, une de mes valeurs préférées, hein, française, bien évidemment. Donc, voilà, c'est magnifique, le trend est magnifique. Je trouve qu'on va quand même très haut, très vite. Donc, je ne suis pas acheteur, en tout cas, côté investissement sur Safran. Maintenant, voilà, ceux qui veulent trader, bon, pourquoi pas, quand il y a des opportunités. Mais sur Safran, c'est vrai que c'est pas une action forcément facile à trader parce qu'il y a assez peu d'opportunités. Il y en a de temps en temps, voilà, quand on voit comme ici. Mais c'est, vous voyez, c'est assez rare, hein, des réductions de volatilité propres. Voilà, il y a une petite ici qui était éventuellement exploitable, mais voilà, c'est pas énorme. Voilà, c'est pas énorme. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous en avez, pour moi, le niveau d'alerte, c'est lorsqu'on on s'installera sous la moyenne mobile. Tant que vous avez la moyenne mobile à 200 jours qui est ferme, il n'y a pas de souci. Voilà. À partir du moment où cette moyenne mobile va commencer à rester plate, voire même à basculer vers le sud, là, on pourra éventuellement alléger les positions. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Carrefour, bon, Carrefour, euh, c'est pareil, j'ai fait un papier sur le titre. Bon, Carrefour, soyons clairs, hein, c'est pas le dossier du siècle, hein. On le sait tous. C'est un dossier pas évident, etc., etc. Maintenant, bon, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est voilà, c'est quand à chaque fois qu'on revient sur cette zone de support, c'est une belle opportunité. On en avait parlé à la fin de l'année dernière, voilà, notamment ici sur cette inside bar mensuelle, hein, c'est toujours des notes, toujours d'une réduction de volatilité. Bon, depuis, on progresse bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un double top mensuel. Donc, si on casse effectivement ce double top mensuel, mais derrière, on peut avoir une nouvelle accélération du titre. Voilà. Il n'empêche que, évidemment, fondamentalement, c'est pas fantastique. Évidemment, si on replonge et que derrière, on repasse sous les 13,50 €, 13,60 €, on redeviendra plus ou moins prudent, bien entendu, bien évidemment. Pour autant, à ce stade, bah, c'est plutôt pas mal. Et lorsque je regarde, moi, la moyenne mobile à 200 jours, ben, elle est haussière, alors que depuis novembre 2023, elle n'était quasiment tout le temps, très légèrement là haussière, mais quasiment tout le temps baissière. Donc, en train de se redresser. Et là, on a la première structure qui se forme au-dessus. Ça peut faire office de valeur défensive aussi dans un portefeuille. Voilà. Maintenant, encore une fois, bien entendu que c'est pas le dossier du siècle. Maintenant, bon, on va pas parler que de Google, Apple, Microsoft et Amazon, hein. Sinon, ouais, on va tourner un peu en rond, quoi. Donc l'objectif aussi, c'est de répondre aux attentes que vous me proposez. Quand je vous propose des listes, sinon moi je fais ma liste et voilà. Quand vous me proposez des listes, c'est parce que vous avez certainement ou des actions en portefeuille, de Carrefour par exemple ou d'autres, ou que vous regardez Carrefour et que vous dites, tiens, est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc, l'objectif aussi de ces vidéos, c'est toujours de faire de la pédagogie pour donner un avis et pour vous dire, bon ben voilà ce qu'on en pense, techniquement oui, mais attention, fondamentalement, donc ça veut dire que vous avez un niveau d'invalidation, etc. etc. Dassault Systèmes, alors voilà, Dassault Systèmes, je suis partagé. Je vous explique pourquoi. Je suis partagé parce que, mensuel, mensuel, je pense qu'on peut faire encore un dernier plus bas. Voilà. Notamment revenir dans la zone des 20, 21, etc. On ne l'a pas fait. On est venu faire des petites mèches pas loin, mais on ne l'a pas fait. Donc ça, j'aime bien moi quand on valide les supports. Voilà. Et on ne l'a pas fait. Voilà. Donc c'est pour ça que, à titre perso, niveau investissement, je n'y vais pas. Par contre, niveau trading, oui, effectivement, en effet, on a une structure, je vous ai présenté sur les réseaux, on a une structure, en effet, ici, voilà, qui est une structure de congestion qui est en train éventuellement de casser par l'eau. Donc, oui, pour le tenter, niveau swing, ça peut se tenter. Mais pensez aussi à avoir un niveau d'invalidation, notamment maintenant sous la M10 en cas de clôture ou carrément sous les 23 € ici. Voilà. Parce qu'encore une fois, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on n'a pas validé pour moi le support. Et j'aurais aimé, en plus il y avait une zone voilà, ici avec la moyenne mobile ici à 200 mois. Donc pour moi, c'était vraiment hyper intéressant que de valider tout ça par une petite touchette, par un petit excès baissier, etc. Et on ne l'a pas fait.
Ensuite, on a Eurofin Scientifique. Oui, j'avais mis 2 fois Société Générale, évidemment. Donc, Eurofin Scientifique, voilà, qui est ici. Donc, Eurofin Scientifique, qui, bon, c'était une valeur aussi hein, qu'on suit pas mal, qu'on suivait pas mal. Et donc, elle, effectivement, donc, notamment en investissement, on avait parlé de la zone ici des 43-46 euros. Donc, c'est vraiment pas mal du tout ce qu'elle a fait. Voilà, je cherchais, c'était en daily. Donc, on se souvient de ce biseau descendant cassé par le haut, la petite structure, voilà, cas d'école. Hein. Vraiment, elle fait que des cas d'école, refait scientifique. Donc, la petite structure cassée par le haut, le gros biseau descendant cassé par le haut. À nouveau, une petite structure magnifique. Avec, donc, nous, on l'avait proposé à l'achat sur MTT par rapport à la réduction de volatilité ici, plus réduction des volumes. Regardez un petit peu. Ça, c'est des choses, vraiment, en 2026, vous devez faire gaffe à ça. Toute petite bougie. Voilà. Et réduction de volume très puissante. C'est du jamais vu depuis des mois et des mois et des mois. Quand vous avez le combo des deux, en général, c'est bon signe. Hein. Donc, n'hésitez pas. OK. Donc, voilà, très ferme. Quelqu'un m'a demandé quel était l'objectif. Ben, le premier objectif, pour moi, c'était là où nous sommes. C'est-à-dire revenir dans cette zone-là. Bon, on y est. Est-ce que ça va breaker, etc. Je ne sais pas. Ça peut construire un petit peu. Hein. Ça peut piétiner. Et après, le deuxième, ce sera revenir aux alentours des 72. Voilà. Après, on verra. Mais pour moi, c'est quand même un titre qui s'est nettement retourné à la hausse. Hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est hyper bullish. On peut même imaginer ici une tasse avec une anse. Donc derrière, si c'est le cas, hein, vous reportez grosso modo la taille. Voilà, et ça peut même vous amener hein, sur ce niveau-là, 91, 92, 93 à long terme. Donc nous verrons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'Interparfum, une belle société. Voilà. Et alors, comme deux gouttes d'eau pardon, par rapport à Dassault Systèmes. Parce que pour moi, elle n'est pas venue dans la zone que j'attendais. Quoi. Donc elle a rebondi à MM200, moi. Mais pour moi, MM200, moi, ça, voilà, c'est pas forcément un niveau que le marché voit. Donc j'aurais aimé qu'elle vienne voilà, sous les 20. Elle l'a pas fait. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas. Hein. Elle peut très bien rebondir et ensuite voilà. Mais j'ai pas eu le niveau que j'attendais. Donc, bon, ceux qui ont payé, bravo. Qu'on veut le rebond, bravo. Moi, ça n'a pas été le cas. Je l'attendais un petit peu plus basse. Donc, je patiente encore. Soitec, alors, il y a eu un petit réveil, mais alors, beaucoup de déception. Donc, Soitec, on est dans une très grosse zone long terme. Mais la zone, elle est large. Hein. C'est une zone de 25 à 10. Hein, donc, zone très large. Maintenant, à court terme, alors moi, j'en ai un petit peu. Du Soitec en portefeuille, je vous le dis, comme ça, je suis transparent. En swing. Biseau descendant, on l'avait tenté la cassure, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Puis cette cassure-là, on casse par le bas ici, voilà, on casse tout ça par le bas, tac. Là, on se reprend, très belle congestion ici, magnifique congestion là. Bon, c'est baissier, hein, mais très belle congestion, et pouf, on pète à l'os. Donc là, vous avez une formation d'un range. Moi, j'ai pris la cassure de cette bougie-là. Voilà, j'ai une invalidation. J'ai pas voulu mettre un stop très éloigné parce que quand même pour moi, voilà, il y a quand même du risque. Mais voilà, il est là le stop. On verra. Je vais réfléchir ce week-end si je l'ajuste pas quand même. C'est pas une grosse taille de position donc à voir. Mais voilà, ça se regarde. Mais c'est vrai que hier il y a une très belle séance. Elle est montée à plus 10. J'ai dit bon allez, tu gardes, on verra bien. C'est le début de l'année, on va accompagner. Et puis bon, derrière le retour est vraiment pas joli. Donc voilà, ça piétine. Ça piétine, il faut confirmer. Il faut rapidement repasser au-dessus des 28 euros pour essayer de relancer la machine, mais c'est pas évident. Bon, sur le secteur des semis, ASML a été fantastique. Fantastique ici en mensuel. Donc voilà, rien à dire. Hein. Vraiment fantastique ce qui s'est passé sur ASML. Donc nouveau plus haut historique. Bon, voilà, comme je le dis souvent, nouveau plus haut historique, il faut faire attention parce que ben voilà, souvent derrière, on peut continuer un petit peu plus. Mais souvent, derrière, on peut avoir également un petit peu de volatilité. Donc là-dessus, je ne suis plus acheteur. On avait, c'était pas ce graphe-là, mais on avait eu voilà, la zone ici du support qui était intéressante à jouer. Voilà. Super support oblique. Voilà.
Mais bon, voilà. Alors peut-être en faisant un report d'ailleurs de canal, on pourra éventuellement... Ah oui, bah, il y a un beau report de canal. Magnifique, vous voyez. Super. Vraiment, ça paraît intéressant. Ça paraît intéressant ce canal, il a l'air pertinent. Donc voilà. En gros, haut de canal, il vaut mieux faire un petit peu attention. Et bas de canal, on est plutôt globalement acheteur. Hein. Et là, on n'est pas sur une opportunité. Ça peut monter encore, mais on n'est pas sur une opportunité d'investissement. Allez, je le fais proprement, comme ça vous l'aurez vous aussi. Voilà. Redémarre l'année 2026 correctement. Ensuite, vous avez du Alten qui a été présenté par David Renan dans la newsletter mensuelle, que j'embrasse, mon David, que je remercie et que j'embrasse. Voilà, on est pareil. Bon, sur Alten, il y a une formation un petit peu là en biseau, en structure. Voilà, il faut voir par où casse cette structure. Effectivement, casse par le haut. On peut revenir notamment dans la zone ici des 80. Casse par le bas, il y aura une grosse zone pour moi aux alentours des 54. Première zone d'investissement. Donc, investissement non. Trading oui, si on casse la résistance oblique par le haut. Bonduelle qui plafonne. Elle nous a bien régalé, c'est vrai, en 2025. C'est un des titres qu'on suivait de près. Mais il est vrai que là, il y a une structure qui me gêne un tout petit peu. Donc là, on a eu que des belles structures. On a eu bon, le range cassé par l'eau, le biseau descendant cassé par l'eau, la petite structure ici cassée par l'eau. Et cette structure-là, on disait, tiens, c'est intéressant, elle casse par l'eau. Elle a fait aussi là la petite structure, magnifique. Mais elle n'a pas, derrière, elle n'a pas validé. Au contraire, elle revient en arrière. Alors, c'est pas mort, ça ne veut pas dire que c'est fini, etc. Juste, voilà, peut-être on va avoir une structure plus complexe que ça. Donc, en surveillance toujours, voilà. Ça peut être un range finalement plus long, qui va mettre du temps et qui va... Voilà. Casse par le bas, attention, retour pour moi dans la zone des 8,80€ et la moyenne mobile à 200 jours, qui va très certainement monter ici. Ok. Nexity, toujours le même avis sur Nexity. Moi, ce qui me gêne sur Nexity, c'est ça. Voilà. Donc, un peu à l'image d'Interparfum ou de Dassault Systèmes. Ce qui me gêne, c'est que oui, la construction est très belle. Oui, il y a une grosse réduction de volatilité. Regardez les bougies mensuelles, c'est incroyable. Regardez les 3 bougies mensuelles. Double inside bar mensuel. Bon, le mois n'est pas terminé. Hein. Quasiment double inside bar mensuel. Très petite bougie par rapport à ce qui se fait précédemment. C'est incroyable. Mais ce qui me gêne, c'est que il y a cet aimant là de 2008 qui est là, qui nous tend les bras. Et ça me gêne un peu. Voilà. Donc, je sais pas trop. Du moins, trading, ok. Si on break le range par le haut pour aller rechercher ce niveau-là, pourquoi pas. Investissement, non. J'attendrai une cassure du range par le bas et revenir dans toute cette zone sous les 7€. Voilà. Maintenant, si on n'y va pas, tant pis. Steve, qui ça fait un moment qu'on la surveille aussi, qui commence vraiment à devenir intéressante. Voilà. Je vous avais parlé de ce niveau-là, qui était un gros niveau qu'il fallait pas lâcher, qu'il fallait tenir. Ben, c'est ce qui se passe pour le moment. Bon, on avait fait des petits dessins, comme d'hab, que je laisse pour le moment. Mais ça commence à être pas mal. Ouais, ça commence à être pas mal. Ça commence à congestionner, c'est vrai. Il commence à y avoir des choses intéressantes. Donc, titre à suivre. À condition, bien évidemment, voilà, encore une fois, de breaker le pointillé rouge ici par le haut. Et ensuite, éventuellement, la résistance oblique ici en rouge très uni. Voilà. Contrario, on pète par le bas. Attention, les 47. On m'a parlé d'Atari. Atari, ça faisait je croyais qu'elle coûtait plus presque. Ça fait des années que je ne l'avais pas tradé. Je l'avais tradé la dernière fois, je crois que ça devait être en 2019 ou 2020. Ouais, ça devait être là. Ouais, 2020. Ouais, il y avait des choses intéressantes sur Atari. Hein. Il y avait des belles congestions et tout comme ça. Bon, bref. Il se passe pas grand-chose hein, sur Atari. Très peu de liquidités. Voilà, vous avez en moyenne 9 000, 10 000 euros échangés. Donc voilà, bon, allez, il y a éventuellement un petit niveau de résistance, mais attention à la liquidité, quoi. Hein, voilà. Donc, si on pète les 12,3, les 0,123, on peut éventuellement revenir dans la zone des 0,14 et éventuellement viser, voilà. Il faudra une news, il faudra certainement des choses.
Donc voilà. Attention, en revanche, si vous passez sous les 0,11, on peut avoir de la volatilité à la baisse. Bon, après, voilà. Médian, on l'a suivi l'année dernière. Elle a bien pété. Médian technologie, donc voilà, sous cette oblique ici. Donc on a pété l'oblique. Donc on a pété l'oblique. Ici, paf, belle accélération. Ah, titre qu'on va continuer de suivre. Hein. Titre qu'on va continuer de suivre, évidemment. Nous, sur MTT, voilà, on avait proposé un certain nombre d'achats. Bon, après, c'est spéculatif dans le sens. Spéculatif, c'est encore une fois, c'est jamais négatif. Hein, c'est juste que spéculatif, ça veut dire soumis à news pour moi. Ça veut dire que bon, ben voilà, vous avez une news, vous avez de l'impact. Donc voilà, il faut laisser mûrir le truc là. Pour le moment, la figure, elle ressemble à rien. Donc voir un petit peu comment ça mûrit, et voir éventuellement si on a un setup pour reprendre un achat. Hein. Voilà, en tout cas, bon, voilà, à long terme, c'est pas non plus le redressement du siècle, mais c'est quand même pas si mal que ça. Ensuite, vous avez, on part en Allemagne avec WOV, c'est le contraire, VOW, pardon. Donc Volkswagen, on m'a parlé, alors je peux pas faire tout hein, dans cette vidéo, mais oui, le secteur auto, on m'a demandé est-ce que tu étais toujours acheteur sur le secteur auto. Ben, je suis toujours attentif sur le secteur auto, ça c'est sûr. Parce que, voilà, pour moi, il y a encore une fois, bon, les signaux qui se sont déclenchés, qui commencent à se déclencher en décembre, en janvier, bon, en principe, ils sont toujours là. Hein. On est toujours dans l'attente de confirmation, évidemment. Et Volkswagen, pour moi, est un des dossiers sur le secteur auto que je surveille le plus, parce que pour moi, fondamentalement, c'est le meilleur. Mais encore une fois, je peux me tromper. Après, voilà, ce qui était intéressant sur Volkswagen, c'était le break ici. Voilà, le break, on revient. Bon, voilà, structure à suivre. Si cette structure est propre, voilà, si cette structure est propre dans les semaines à venir et qu'elle casse par le haut, je pense qu'il faudra y aller. Voilà, je vous dis les choses comme je les pense. Hein. Je pense qu'il faudra y aller. Maintenant, il faut laisser encore un peu mûrir, c'est encore un peu tôt. On n'a pas retourné la tendance, regardez la moyenne mobile, elle est toujours plate. Donc, en résumé, il y a du mieux, mais c'est pas encore fait. Et il va falloir, oui, en effet, être attentif à ce dossier. En revanche, vous repassez sous les 97, voire sous les 90. Alors là, du coup, on ira chercher pour moi les plus bas sous les 80. Voilà. Donc, attentif sur ce dossier. Soyons attentifs sur ce dossier. Voilà. Renault, Stellantis, on les a fait tellement régulièrement que voilà, on les refera, bien évidemment, vous inquiétez pas. Hein. Toutes les semaines, il y a des vidéos. Mais pendant le live, dimanche dans 15 jours. Mais bon, voilà, je change un peu, on va dire. Ensuite, CAC Utilities. Donc, vous savez, hein, je suis évidemment toujours bullish sur le CAC Utilities. Et dans le CAC Utilities, je vous avais parlé de Richebourg, bien évidemment. Vous savez, c'est une conviction. On avait proposé un achat. Bon, ça c'était avec MTT, je sais plus, je me rappelle plus. Peu importe. En tout cas, toujours bullish. Ah, c'était le live du. Ouais, ça doit être fin novembre, ça doit être par là. Donc c'est là où on a révélé, je vous avais révélé que c'était une de mes convictions. Bon, coup de chance, pour pas dire autre chose. Derrière, elle a pris 20% en quelques séances. Bon, là c'est un coup de chance pour le coup, vraiment. Donc voilà, toujours, oui, toujours intéressé, mais là aussi, un peu à l'image de la précédente, de Volkswagen, de Média, etc. Maintenant, il faut regarder la structure. Mais oui, voilà, voilà, personne ne vous dira que ça, c'est une structure biche. Hein. Voilà, ça, c'est une très belle structure qui est en train de casser par le haut et j'ai des objectifs ambitieux. Voilà, les 9 euros, pourquoi pas les 10, pourquoi pas les 11, on verra. Donc oui, ça fait partie toujours, bien entendu, des dossiers. Autre dossier, donc je fais une demi-révélation parce que vous le savez déjà. Autre dossier que j'aime énormément, c'est Veolia. Voilà. Donc Veolia qui pour moi est dans un canal haussier et surtout ce qui m'intéresse, donc vous direz ouais, mais canal haussier c'est plus intéressant d'acheter sur le bas, sur repli. Et vous aurez évidemment raison. Sauf que, particularité sur Veolia, c'est un canal haussier modéré, c'est-à-dire qui a une directionnalité relativement peu haussière, mais relativement peu haussière. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on congestionne sur le haut de ce canal. Donc ça veut dire qu'il y a de l'accumulation, et ça peut vouloir dire que si on casse par le haut, on peut avoir après un autre canal haussier qui se formerait. Voilà, là je suis pareil, Steven Spielberg, pour aller, voilà, pour avoir un nouveau canal haussier qui s'accélère. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis que c'est ce que j'aimerais beaucoup. Donc voilà, pour moi, voilà, dossier très bullish. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude tant qu'on est au-dessus des 26 euros. Donc voilà.
Donc, De Richebourg a, Engie avait beaucoup d'avance, De Richebourg en a aussi, Veolia en a un peu, et celle qui est en retard, c'est Séché, très en retard, voilà. Mais pareil, c'est un dossier que j'aime bien. Je vais tout supprimer pour recommencer. Voilà. C'est un dossier que j'aime bien, Séché. Voilà, je trouve que c'est un dossier. Alors voilà, il y a des zones, c'est pour ça qu'on rebondit un petit peu. Il y a des zones qui sont là, etc. Il faut vraiment tenir cette zone-là. Maintenant, voilà, il y avait une belle congestion là. Le problème de sécher, c'est qu'elle fait souvent des mèches. Elle est un peu chiante à trader pour tout vous dire. Par contre, à suivre, parce que là, on a à nouveau une belle réduction de volatilité. Donc, vous voyez, ces dossiers-là, c'est des dossiers à suivre, hein, absolument. Donc là, on bloque aussi sous cette zone de résistance. Certains, ils viront, pourquoi pas, une épaule, tête et épaule. Donc, si on a cette réduction de volatilité-là, pourquoi pas tenter quelque chose. Donc, oui, éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut surveiller. Et que je surveille. Pernod Ricard, toujours en difficulté, mais, il y a un petit peu de mieux sur Pernod Ricard. On le voit ici, le biseau descendant. Alors, ce qui m'intéresse, là, pour le coup, contrairement à Dassault Systèmes et Interparfum, on a touché le niveau de support. On a touché le niveau de support, le premier niveau de support qui était là. Donc, c'est le niveau des 79. On est même en dessous puisqu'on est à 75. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a touché le niveau de support, long terme, et on construit avec un biseau descendant, avec une grosse réduction de volatilité. Et là, on est en train de tenter la cassure par le haut. Intéressant, à suivre. Tant que vous êtes au-dessus, ici, c'est à suivre. Ok. Donc enfin sur Pernod Ricard, on a une nouvelle construction. La dernière, elle datait, elle était là. Depuis, c'était compliqué, quoi. Donc enfin, on a du mieux sur Pernod Ricard. On a également du mieux sur Rémi Cointreau. Ici. Alors, certains m'ont dit, mais pourquoi tu as tradé, parce on est actionnaire sur MTT, pourquoi tu as pris Pernod Ricard pourquoi tu as pris Rémi Cointreau plutôt que Pernod Ricard? Alors que, fondamentalement, Pernod Ricard, c'est mieux. Bon, déjà, c'est discutable, c'est vrai que c'est pas un leader européen, Rémi Cointreau, mais parce que tout simplement, la structure était en avance. Vous le voyez ici, on avait déjà la réduction de volatilité là qui était belle, et le break. Donc voilà, c'est intéressant, mais là aussi, encore une fois, ne pas confondre trading et investissement. Trading, on a fait le rebond, on n'a pas retourné la tendance. Il reste encore du boulot. Il va falloir, là aussi, éventuellement, que la moyenne mobile s'aplatisse, se redresse, et il va falloir que Rémi Cointreau, là aussi, construise et ensuite break par le haut. Ok. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Ok. Mais en tout cas, voilà, il y a du mieux. Je dois bien le dire. Pierre et Vacances, donc toujours, hein, moi je suis toujours bullish sur ce dossier-là, ça fait partie voilà, de certaines de mes convictions. Je trouve que le dossier est pas trop mal, c'est pas le dossier du siècle évidemment, mais pas trop mal. Je trouve que la config aussi, c'est surtout en hebdo qu'on le voit mieux. Voilà, je trouve que la config elle est mieux. Voilà, on avait cette espèce de corrélation. Alors, c'est pas super propre, hein, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc dossier à suivre. Je vais pas faire 3 heures, on en a déjà beaucoup parlé de ce dossier-là, mais en tout cas, dossier à suivre pour toute l'année 2026. C'est un petit peu un dossier small mid cap. Voilà, j'en ai pas beaucoup sous la main, mais celui-là est un dossier qui peut effectivement se regarder. Vous avez du Alstom pour le coup qui est intéressant aussi, qu'il va falloir suivre. Donc on a breaké, on retourne ici la moyenne mobile à 200 semaines, on a breaké l'oblique, normal, vous avez le petit retour qui est en train de s'effectuer. Donc dossier watchlist à suivre de près. Je nettoie un peu tous mes trucs. J'aime pas quand c'est trop le... voilà, donc dossier évidemment à suivre, voir un petit peu comment cette structure va se former là-dedans. Donc voilà, à suivre ces prochaines semaines, ces prochains mois. Là, j'ai aucune idée. Hein. Aucune idée, évidemment. Il est impossible de savoir la structure qui va être faite. Voilà. Mais on va essayer de voir s'il y a une réduction de volatilité, éventuellement une cassure par le haut. Ensuite, vous avez du Viridien. Alors nous, on en avait Viridien, on en a pris un petit peu. On est sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus. On tradait la cassure de cette congestion. On a une congestion dans une congestion. Là, pareil, hein, inside bar, etc. Il devait y avoir une réduction de volatilité, je pense, si je l'ai pris. Voilà, vous avez grosse réduction de volatilité ici, grosse réduction des volumes. Donc, bah, derrière, on a breaké, on a fait le décalage, plus 14, plus 15. Voilà, on se fait sortir.
À voir si on reprend un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ouais, la figure est plutôt encourageante. Donc Viridien, moi je suis toujours bullish, il y a pas de souci. On l'avait tradé à l'époque là aussi. Bon, voilà, plutôt pas mal. À suivre évidemment pour la suite. Téléperformance qui sort légèrement la tête de l'eau. Donc à suivre, c'est toujours baissier, hein, n'oubliez pas. Regardez la moyenne mobile à 200 jours qui est évidemment baissière ici. On tente la cassure par le haut, on tente le pullback. D'ailleurs, j'ai mal tracé, il est plutôt là le pullback. Voilà. Donc ça aussi, assure de très près la congestion. Donc voilà, attention, évidemment, c'est un dossier qui a subi des difficultés, donc il faut voir. Mais en tout cas, voilà, on a une construction, donc je la mettrai quand même en watchlist pour les dossiers un peu contrariens, hein, bien sûr. DroneVolt, on me l'a beaucoup demandé, donc DroneVolt, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un dossier moyen, dirons-nous, mais qu'il faut quand même regarder pour l'aspect spéculatif, d'accord. Donc bon, voilà, on a un biseau descendant qui se forme. On est sur une moyenne mobile qui est haussière à plate. Voilà, on a une déception ici avec la cassure, on a réintégré, donc faut pas insister sur ce genre de dossier, hein. Voilà, quand ça casse par le bas, vous sortez, vous attendez un nouveau signal. Mais oui, éventuellement, notamment au-dessus des 71 centimes, on peut avoir un petit signal qui se déclenche. On part aux États-Unis, si vous le voulez bien, avec Google, il n'y a rien à dire, c'est toujours très ferme. Je ne suis pas acheteur sur ce dossier-là. Maintenant, voilà, ceux qui veulent trader pour du trading, voilà, quand vous avez des petites réductions de volatilité ici, c'est intéressant. Ok. Bon, c'est tout. Maintenant, tout le monde nous explique. Alors, tout le monde nous expliquait en avril que c'était la fin pour Google. Les mêmes vous expliquent aujourd'hui que bah, si vous n'avez pas du Google en portefeuille aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous êtes un idiot. Je pense que la vérité est entre les deux. Apple, donc on avait dit en 2025 que ce serait le dossier qui aiderait le Nasdaq et le S&P 500 à performer, ça a été le cas. Et là aussi, l'analyse technique, bah, voilà, l'analyse technique, elle a été extrêmement belle et propre. On avait dit dans cette zone-là, notamment avec une vidéo avec Marie de Hibou, qu'on va refaire d'ailleurs. On nous a demandé où on va refaire un très bientôt. Je ne sais pas quel sujet encore on va aborder, mais on verra. Voilà, il y avait le niveau de support qui était là, il y avait voilà, aussi la mèche, etc. Bon, bref. Et au même titre qu'on est acheteur toujours sur le bas de canal sur Apple, ben on est plutôt ou vendeur ou on allège plutôt sur le bas, quoi. Voilà. Tout ça, c'est de la gestion de risque, tout simplement, hein. Voilà. Donc là, voilà, on a un drawdown sur Apple de 11%. Ce qui n'est pas énorme, enfin, Apple, c'est pas la plus volatile de toutes, hein. Donc voilà, le dossier reste extrêmement solide. Je trouve que c'est un peu cher, comme la plupart de... Voilà, mais le dossier reste extrêmement solide. C'est un dossier qui m'intéresse, mais plutôt sur repli. Ensuite, vous avez Microsoft. Pareil, Microsoft, vous avez dit, voilà, on rentre dans une phase où vous allez avoir du drawdown, vous allez avoir du zigzag, et c'est exactement ce qui se passe. Microsoft, si vous avez acheté en juillet 2024, il y a 1 an et demi, hein, ben vous êtes sur le même niveau, quoi. Donc voilà, là aussi, il faut comprendre que, en même temps, c'est une action merveilleuse qui a tellement progressé, qui a même cassé par le haut un canal haussier. Donc il faut bien comprendre qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour qu'elle digère. Voilà. Ça peut prendre 1 ou 2 mois de plus avant qu'elle reparte à la hausse, comme ça peut prendre peut-être plusieurs années avant qu'elle reparte à la hausse. Dans les deux cas, ça repartira à mon sens à la hausse, mais il faut comprendre que ce marché-là a besoin de digérer de telles performances. Bon, vous avez Nike qui est décevante, toujours décevante. C'est un dossier que je surveille parce que ça m'intéresse, même si c'est un dossier qui n'est pas cadeau en termes de valo. Mais c'est toujours un dossier voilà, qui m'intéresse parce que aussi je vois que là aussi on commence à avoir de la réduction de volatilité mensuelle. Ça peut mettre encore pas mal de temps, mais ça se regarde. Voilà, donc on va surveiller cette année à mettre en watchlist si éventuellement on arrive à breaker cette oblique ici en rouge désormais. Et éventuellement, on suivra donc de près ce dossier. Vous avez Amazon, qui est mon action préférée, vous le savez, du monde. Voilà, tout simplement, hein. Si je devais avoir une seule action en portefeuille pour les 30 prochaines années, même si j'aime pas trop faire ça et jouer à ce jeu-là, ce serait Amazon sans aucun problème. Moi, je trouve que c'est une action incroyable. Et je trouve surtout qu'en fait, le potentiel devant elle est absolument fou. Voilà, maintenant, malgré tout, même si je dis ça, vous voyez, c'est là aussi j'essaie d'être objectif, c'est que malgré tout, moi, à titre perso, j'en achète pas non plus. Parce que je trouve que là aussi, bon, ben voilà, quelque part, on plafonne un petit peu. Voilà, là, elle aussi, vous voyez, elle est sur les niveaux de quasiment janvier de l'année dernière. Ça fait 1 an quasiment qu'elle fait rien. Elle s'inscrit dans un biseau potentiellement ascendant. Donc oui, on peut aller faire un nouveau plus haut, mais à chaque nouveau plus haut, je fais attention. Parce qu'on a un risque. Voilà. Mais ça reste une action merveilleuse, hein, d'accord. Juste,
on cherche des opportunités. Bon, vous avez Netflix. Là, par contre, je suis moins fan. En décembre, vous avez dit que je m'attendais à de nouveaux plus bas, et ça a été le cas. C'est toujours le cas. Il y avait cette congestion qu'on surveillait de mémoire. Vous avez dit oui, c'est une congestion, mais derrière, congestion, attention, elle s'inscrit dans une tendance baissière, on peut la casser par le bas. On la casse par le bas. Donc il n'y a pas vraiment, voilà, il y a ce niveau qu'on regardera, des 82 $. Mais en réalité, pour moi, le niveau que j'attends, il est plus bas. Il serait plutôt à proximité de cette oblique. En bleu, là, vous voyez. Voilà, donc patience. C'est pas un dossier déjà que j'aime beaucoup, premièrement. Et en plus, je trouve que techniquement, on n'est pas sur des niveaux encore intéressants. Donc nous verrons si on arrive peut-être sur ce niveau-là, plus ou moins bientôt. Ensuite, vous avez du Broadcom. Broadcom. Oh, que j'écris mal. Elle est là. Pareil, magnifique dossier. Bon, il suffit de regarder. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour comprendre que c'est un magnifique dossier. Mais voilà, c'est un dossier qui plafonne. C'est un dossier qui plafonne. J'aime pas quand vous avez des plus hauts qui sont vendus systématiquement. Voilà. Vous voyez, chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, le marché le vend. C'est souvent des figures d'essoufflement qui sont comme ça. Donc attention de ne pas casser cette ligne de coup sur Broadcom. Parce que si vous commencez à passer sous les 314, à passer sous la moyenne mobile ici, il peut y avoir du grabuge, je vous le dis. Ça, ça peut être une forme d'accumulation et ça peut derrière engendrer malheureusement un retournement. Donc, voilà, je suis pas fan. Maintenant, l'action est fabuleuse. Je préfère Adobe, par exemple. Voilà, je préfère Adobe, qui elle s'est beaucoup repliée, qui est sur un premier niveau. Le deuxième niveau, pour moi, il est là, toute cette zone-là. Mais il est pas mal. C'est un dossier voilà, qui s'est bien replié. Là aussi, on est dans une forme de congestion. Là aussi, hop, je nettoie un peu. Hop, voilà. On est sur une forme de congestion. On est... voilà, il y a cette résistance oblique-là qui a cassé, fait une belle congestion là, qui n'a pas cassé par l'eau. On revient en arrière. Donc ça se suit. Il va falloir s'installer au-dessus de la moyenne mobile et éventuellement breaker. On n'y est pas encore. Mais c'est un dossier, par contre, que oui, j'ai moi aussi dans mon watchlist. Et enfin, Nvidia, qui est voilà, un dossier que... Comment ne pas adorer ce dossier-là? C'est un dossier fantastique. Voilà. Mais c'est un dossier qui, pour moi, plafonne. Et qui, pour moi, a des espoirs de gain relativement faibles en termes de performance. Voilà. Donc, d'ailleurs, voilà, moi, j'en avais, souvenez-vous, on avait acheté sur le creux d'avril. On a vendu en juillet. Et voilà, en juillet, donc le 1er août, c'était là. Juillet, c'était là, le niveau de juillet. Ben, vous voyez qu'on est sur les niveaux de juillet, quoi. Voilà, ça fait 6 mois que le dossier n'a rien fait, quoi. Donc, ça reste un dossier merveilleux. Si vous avez un portefeuille pour le long terme, il n'y a aucune raison qui justifie de le vendre. Mais voilà, il faut juste considérer que oui, on peut aller faire un nouveau plus haut, mais on peut aussi avoir une période de plusieurs mois où on a un graphique qui va congestionner, construire une figure de moyen long terme. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Et opportunité, je le dis tout de suite, opportunité sur le bas de canal. Il est là, ça j'en sais rien, mais opportunité sur le bas de canal, comme d'habitude, comme à chaque fois sur Nvidia, on fait attention sur le haut de canal, on devient actif sur le bas. Ensuite, 4 titres à suivre. Alors, il y en a un qui est beau, que vous connaissez très certainement, qui est néerlandais, qui s'appelle Wolters Kluwer, qu'il faut suivre. Il faut suivre parce qu'on est sur le sur le support oblique. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, on a une réduction de volatilité, donc à suivre de près, notamment en unité de temps, hebdo, voire éventuellement journalière, si notamment on arrive à s'installer au-dessus des 92,5, d'accord? Ça peut être vraiment pas mal, invalidation par contre sous les 85 on va dire. Si ça lâche, pour les... Alors, investisseurs, vous avez une première, on y est dans la première zone d'investisseurs, la deuxième, elle sera plus basse, elle sera sous les 70, ok? Deuxième dossier, on en avait parlé l'année dernière, il a galéré, mais je le suis toujours de près, c'est Signify. Voilà. Pays-Bas également, donc c'est à suivre, c'est tôt encore, mais voilà, ça peut vous faire l'objet d'une watchlist annuelle, quasiment. Donc à suivre éventuellement, il faudra pour moi breaker les 24 pour vraiment relancer la tendance, mais déjà si ça congestionne bien là-dedans, on peut avoir éventuellement quelques opportunités.
Ensuite, on a un dossier qui est moyen. Je ne suis pas fan de ce dossier-là, mais je dois bien avouer, parce qu'on m'en a parlé, je dois bien avouer que la zone, quand même, est en train de congestionner. C'est un dossier c'est Fnac. Voilà. Un dossier qui peut, à un moment donné, faire preuve de résilience. À condition, voilà, on a une belle congestion là, à voir après dans les unités de temps courtes, pour vouer un retour déjà vers les 35 et éventuellement plus tard une cassure. En revanche, pour de l'investissement, ça c'est plutôt swing, hein, trading. Pour de l'investissement, ce sera intéressant si on casse et si on revient dans la zone. Donc je vous la montre comme titre à suivre, à la fois sur le plan technique court terme, parce que réduction de volatilité, tout ça, mais aussi sur le plan d'opportunité long terme, si on revient dans la zone des 20. J'ai mis 14-20, mais là, du coup, c'est plus 20 maintenant. Ok. Et enfin, un petit dossier. Là, pour le coup, c'est un dossier un peu spécu, c'est Fastned. Voilà. Décidément. Oh. Décidément, on est à Amsterdam. Donc, c'est un dossier compliqué aussi, Fastned. Mais je trouve que la congestion, effectivement, se suit. Je ne l'avais pas eu depuis un petit moment. J'ai oublié je m'excuse, j'ai oublié le pseudo qui me l'a proposé. Mais effectivement, qui m'a dit, tiens, il y a une congestion qui est en train de se mettre en place. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Donc déjà, bravo pour le coup d'œil, parce que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, oui, on a une congestion qui est en train de s'opérer ici. Donc à suivre de près, notamment si on break, si on arrive, pourquoi pas, à repasser dans l'année au-dessus. Donc c'est un dossier à suivre toute l'année. Par contre, attention, si on repasse sous les 19, et d'autant plus sur les 15, ce sera plus du tout le cas. On termine par le screener trend following, donc qui a un petit peu évolué. Hop, voilà, je vous mets bien entendu l'ensemble des valeurs. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver, bien sûr, comme d'habitude, le screener, il est disponible également dans l'espace de formation gratuite sur le site lepodcastdelabourse.fr. Donc, allez-y si vous voulez le récupérer. Il est ouvert. Vous pouvez même le modifier pour ceux qui s'amusent un petit peu à coder. Vous pouvez le modifier et mettre vos propres paramètres en plus ou en moins, peu importe. Donc, voilà un petit peu pour cette première vidéo annuelle. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, merci du fond du cœur pour vos encouragements. Merci de laisser régulièrement, et les plus anciens parmi vous, des commentaires à chaque fois qui aident à référencer la vidéo. Merci aussi à celles et ceux qui partagent la vidéo sur les différents réseaux sociaux, parce que ça permet justement de revenir chaque vendredi et d'être présent à chaque rendez-vous. La semaine prochaine, vidéo classique, et la semaine suivante, ce sera donc le live le dimanche. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À plus, ciao.